Jean-Victor Castor, bonjour. Bonjour, monsieur Béar et Sarder. Bonjour à notre animateur Malik. Et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors au premier tour, Jean-Victor Castor, vous creusez l'écart. Les électeurs guyanais ont eu à vous départager entre 5 candidats dans la première circonscription de Guyane. Le choix est visiblement aisé si on croit les résultats du vote de samedi. Vous avez récolté 62,78% des voix devant Boris Flanksit, 16,11%. Le tout avec une participation en hausse mais qui reste basse. Vous faites mieux qu'en 2022 au premier tour avec une augmentation conséquente de votre base électorale sur la plupart des communes, notamment Cayenne, Rivière-Montjoly et Matoury. Ancien secrétaire général du MDES, le mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale, et vous êtes candidat à votre réélection. Vous n'avez pas perdu de temps pour vous relancer au combat. Vous avez d'ailleurs déposé votre candidature très tôt hier matin. Jean-Victor Castor, 3 jours après ce scrutin, quelle est votre lecture de ce premier tour des élections législatives anticipées ? Alors, tout d'abord, j'ai une pensée particulière pour les habitants de Saint-Georges, qui vivent une situation extrêmement compliquée depuis plusieurs jours. Vous êtes rendu hier d'ailleurs. Voilà, je me suis rendu sur place, mais surtout dès les premiers jours, en fait, je me suis attaché à interpeller le préfet pour qu'il mette en place une cellule de crise, ce qu'il a fait suite à mon intervention. J'ai eu des contacts réguliers avec le directeur d'EDF, avec le directeur de l'hôpital, monsieur Brouillard. Et en fait, il fallait intervenir à tous ces niveaux-là. Sécuriser donc la situation sanitaire et les conditions dans lesquelles l'hôpital pouvait fonctionner. Et puis bien sûr, donc très clairement mettre la pression pour que le EDF particulièrement, du point de vue technique, et que le préfet sur les autres aspects puisse prendre toutes les dispositions. Donc aller sur place aussi, c'est soutenir la population dans ce désarroi, parce que beaucoup de personnes ont perdu beaucoup de biens. Et il s'agira aussi de regarder comment collectivement les gens vont s'organiser, et moi je les accompagnerai pour qu'il y ait donc une forme d'indemnisation dans la mesure où EDF a une large responsabilité sur le sujet. On a l'impression que vous êtes déjà dans votre rôle de député. Ben, en fait, qu'on soit député ou pas, on doit s'intéresser à ce qui se passe. Bon, les gens savent que depuis très jeune, je me suis engagé pour l'avenir de ce pays, un engagement sans faille. Et voilà, quand il y a des situations de souffrance, des situations difficiles, il faut être présent. Ouais. Alors justement, ma première question, vous faites un peu plus de 60% des suffrages exprimés lors du premier tour de ces élections. Quelle lecture vous avez donc de ces résultats et de l'ensemble d'ailleurs des résultats ? Alors déjà, c'est près de 13 000 voix. Ouais. J'en avais réalisé 2500 au premier tour il y a 2 ans. Monsieur De Viriman fait plus de 8000 voix. En fait, ce n'est pas un vote tout court qui s'est réalisé au premier tour. C'est un message que les électeurs ont voulu porter à l'État, au gouvernant, très clairement. Et je dirais même, quelque part aussi, à la classe politique locale. Il y a une volonté de maintenir, et d'ailleurs c'est notre slogan, poursuivre le travail, de maintenir ce binôme. Et c'est très important de respecter ce vote du premier tour. J'ai l'impression que certains n'ont pas compris que c'est un message. C'est plus qu'un vote d'adhésion à Jean-Victor Castor. Les gens, à travers la candidature de De Viriman et de moi-même, et bien sûr de nos remplaçantes, Clarisse Da Silva pour De Viriman et Eline Grand-Émile pour moi, c'est un message extrêmement puissant. Et il faut pas y toucher, en fait. C'est presque sacré quelque part. Et moi, j'ai encore l'impression que les gens ou certaines personnes n'ont pas compris, certaines formations politiques ou certains candidats n'ont pas compris cette volonté d'avoir de l'ambition dorénavant, de mettre le niveau d'exigence en fait de l'action politique, de la transparence politique, du respect des électeurs, de la crédibilité de la parole politique. En fait, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Les gens l'ont vu. Et donc, quand vous dites à côté, oui, mais ils n'ont rien fait, etc., ça ne passe pas, en fait. Oui, mais durant la campagne, on vous a particulièrement reproché, justement, notamment vos adversaires, d'être trop en confrontation avec l'État, comme vous venez de le dire, et ce ne permettant pas d'avancer. Alors, finalement, est-ce que votre méthode a rempli toute son efficacité ? Alors déjà, nous, on est dans un travail pédagogique. Et ce soir, chez Paulina, à partir de 19h, nous invitons ceux qui n'ont pas encore compris. Parce qu'il y a quand même une abstention qui est très forte.
À 2000 voix près, j'étais élu dès le premier tour. Donc il manque pas grand-chose en fait. Il faut pas penser que c'est gagné. C'est sur cette abstention d'ailleurs que votre concurrent Boris Chanksit espère récolter des voix d'ailleurs. Oui, bon, c'est son droit. Hein. Bon, c'est mon droit aussi avec mes équipes. Donc rien n'est joué. C'est mon droit avec mes équipes de dire aux gens de ne pas baisser les bras. Puisque, on rappelle, c'est quand même près de 70% de la population guyanaise qui ne s'est pas présentée aux urnes. Des électeurs. Des électeurs, pardon, qui ne se sont pas présentés aux urnes. Non, nous sommes sereins, nous sommes lucides dans ce qu'on fait. Quand je parlais de message, les gens ont compris. Bon, 2 ans, ce n'est pas 5 ans. On a été élus pour 5 ans. Et c'est ce que les gens ont repris comme message. Avant même, il y a eu la dissolution et d'emblée, on a reçu des coups de fil, des gens s'organisaient. Poursuivre le travail. Pour poursuivre le travail. Et donc, c'est un gage d'unité aussi à l'Assemblée nationale. Deviriman, il est déjà qualifié puisque Madame Sophie Charles, je pense avec fair play et lucidité, et je dirais même avec responsabilité, s'est retiré. Bon, vu l'écart qu'il y a. C'est dans tact. Et donc, il y aura qui à côté de M. Deviriman pour poursuivre le travail? Donc, les gens se sont exprimés. Ce que je veux dire aussi, c'est que sur l'efficacité du travail, sur la forme que nous avons utilisée, il y a des caricatures qui ne passent pas non plus. Les gens nous ont vus, en fait. Les gens disent, oui, comme M. Castor, M. Deviriman, ils aboient, enfin, etc. Non, les gens nous ont vus travailler dans des instances locales, dans des instances, dans des réunions avec les ministres, et pas qu'une fois, plusieurs fois. Les gens ont vu notre capacité à rassembler des élus, des parlementaires, ici même en Guyane. C'était du jamais vu. Les gens ont vu le résultat que ça a donné lors du premier projet de loi de finances, avec une unité de tous les parlementaires des territoires dits d'outre-mer, avec un vote massif de tous les amendements de chacun de ces parlementaires. Mais vous comprenez que parfois... Malheureusement, il y a eu les fameux 49.3 systématiques de ce gouvernement, notamment du gouvernement Borne, très ami avec certains candidats, d'ailleurs. Mais est-ce que vous comprenez que parfois les confrontations marquent plus certains esprits? Mais non, mais ce n'est pas la réalité, en fait. En fait, ce n'est pas la réalité. Vous savez, vous pouvez venir sur un plateau et dire oui, bon, ces gens-là, etc. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas parce que... Alors, en fait, vous savez, moi, je l'ai toujours dit. Il y a quelque chose de très grave qui s'est passé. Il y a eu une rupture dans notre pays. On a eu de grands hommes politiques. Et à un moment donné, on a laissé croire aux gens que, il fallait chuchoter dans les oreilles des ministres. Ben, bon Dieu de bon sens, si ça avait marché, on le saurait. Regardez l'état du pays. Bon. Donc ça ne marche plus. Il faut plus venir dire aux gens, on va chuchoter. Ça ne marche pas. Est-ce que ça veut dire que Jean-Victor Castor et Deviriman, que nous sommes en confrontation? Non, nous exprimons. Et avec passion, permettez-nous de faire remonter la colère du peuple. D'accord? Donc, les gens qui parlent avec passion, qui parlent avec leur cœur, qui parlent avec l'amour du pays, ils ont raison de le faire. D'accord? Maintenant, ceux qui n'ont plus de conviction, s'il y a des gens qui veulent faire carrière en politique, nous avons fait la démonstration que nous, ce n'est pas ça en fait. Nous sommes des militants de terrain. Notre engagement, il n'est pas lié à une fonction politique en fait. Est-ce que vous comprenez? Notre engagement n'est pas lié à une fonction politique. Que je ne sois plus député, je vais m'arrêter de militer. Personne ne croit à ça en fait en Guyane. Par contre, certains ont des doutes sur d'autres. En fait, tout de même, vous faites partie d'une formation politique qui existe depuis 20 ans maintenant. Non, mais ce que je veux dire très clairement, on a travaillé au rassemblement de cette population, à la réconciliation de ce pays. Les gens l'ont vu, les gens l'ont constaté. Quelles que soient vos origines, on a la possibilité de le construire, ce pays. On a le devoir de le construire. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant ce scrutin? On a vu des familles entières se déplacer. Papa, maman, jeunes, etc. De toute catégorie sociale. Alors c'est vrai, c'est pas suffisant, parce que l'abstention est forte. Mais
on a eu beaucoup de points en plus. Hein. Oui, vous avez mené d'ailleurs 3 réunions publiques à Paulina, à Matoury, dans cette campagne express, hein, il faut l'admettre. Vous êtes déplacé aussi dans de nombreuses communes avec le slogan bien connu, hein, un jour un tour. Entre le premier tour et 2022 et 2024, vous avez capté, donc vous l'avez dit tout à l'heure, hein, plus de 10 000 voix supplémentaires. Malgré tout, ça ne passe pas au premier tour. Alors qu'est-ce qui a manqué justement pour cette élection? Non mais vous pensez que dans l'état-major de mon QG, on avait nous-mêmes réalisé cette vague? Ah oui. C'est un tsunami même. Non mais c'est un tsunami. Oui. Bon, donc en fait, ça vient simplement valider le travail qu'on a fait. Et ça vient... les gens ne sont pas bêtes, les gens ont une intelligence populaire. Les gens ont une intelligence parce que les gens... il y a eu des mutations en fait dans le pays, dans ce monde. Aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux et les gens s'informent. Alors c'est vrai que on peut décrier les réseaux sociaux, mais on ne peut plus raconter d'histoire aux gens. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a proposé aux gens, aux habitants de ce pays, on va dire un bilan continu. Les gens savent régulièrement, ils ont des comptes rendus de ce qu'on fait, de là où ça a pêché, de là où ça a marché, etc. Et donc, les gens veulent garder ça en fait. Les gens ne veulent plus de retour en arrière. C'est terminé en fait. Une page s'est tournée. Ouais. Je le dis à ceux qui ne l'ont pas encore compris. Une page s'est tournée. Pour les habitants de Guyane, voilà, il y a une nouvelle méthode, une nouvelle approche. Il y a une relation étroite entre la population et les 2 députés. Ne venez pas changer ça, c'est terminé. Oui, vous avez justement axé votre campagne sur la continuité afin de poursuivre le travail commencé aux côtés de votre collègue député Deviriman. Alors si vous êtes élu, qu'est-ce qui vous reste à faire et avec quelle méthode? Alors moi de mon côté, vous savez, Deviriman et moi nous sommes complémentaires. Certains l'ont attaqué sur des sujets qu'ils n'auraient pas traités, mais c'est moi qui les traite. Oui. Non, mais très clairement, c'est ça. On vous a vu aussi intervenir dans la seconde circonscription. Non, également. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on a une vision globale de la Guyane. On n'est pas, confiné à nos circos. Et deuxièmement, nous sommes complémentaires, en fait. Quand Deviriman travaille sur des sujets, et ben moi, je travaille sur d'autres. Par contre, vous allez trouver des interventions, des courriers co-signés, enfin, etc., des 2 parlementaires. Et ça, les gens ont aussi compris ça, les électeurs ont aussi compris ça. Moi, je vous dis que, mais vraiment, j'interpelle les électeurs pour le second tour. Il faut que le message soit encore plus fort. Il faut qu'on aille chercher toutes les voix qui ne se sont pas exprimées. Notamment, parce qu'on le sait, c'est moun qui a dit, Moka ton deuxième tour. Ben non. Et en même temps, dans le respect des adversaires, de l'adversaire en l'occurrence pour moi, parce que Davy n'en a pas, quand je dis adversaire, le concurrent, rien n'est gagné. Faut pas se dire, bon, de toutes les façons, il y a près de 10 000 voix d'écart. Oui, on peut se dire, c'est plié. Voilà, non. Il est vainqueur. Il y a 2 aspects là-dedans. Déjà, bon, voilà. Est-ce qu'il pourrait être favorable à votre concurrent? Non, mais déjà, je dis déjà, on doit respecter donc l'adversaire. Il a décidé de se maintenir, c'est sa décision. 2, très clairement, le message qui a été donné avec les 13 000 voix aux personnes qui dirigent le pays, le préfet, le ministre de l'Intérieur, le président Emmanuel Macron, parce que dites-vous bien qu'ils suivent de très près ces élections, particulièrement en Guyane, parce que la Guyane est stratégique, parce que la Guyane, c'est un pays avec des ressources phénoménales, parce qu'il y a la base spatiale, parce que, etc. Donc, c'est à nous, en nos pays, à qui pas comprendre ça. Hein. Le gouvernement, enfin, les gouvernants ont bien compris que la Guyane, c'est une terre avec des richesses phénoménales. Nous, on réapprend à notre population qu'elle est sur un territoire qui est immensément riche et que nous sommes dans une situation totalement paradoxale, que ce n'est pas normal que ce pays aussi riche s'appauvrisse de jour en jour. Donc l'exploitation des ressources, le foncier, l'évolution statutaire, ça fait partie des dossiers que vous allez poursuivre. À nos ressources, bien sûr, par le processus d'autonomie, avec un processus d'autonomie ambitieux, raisonnable, sérieux, rigoureux dans ce qu'on fait. La question du désenclavement, terrestre et ferroviaire, ce sont des éléments que, en tous les cas, moi je suis intervenu auprès donc, des dirigeants du nouveau Front populaire pour que ce soit intégré dans le programme. Vous l'avez vu, il y a une ligne particulière sur la Guyane sur la question du désenclavement routier et ferroviaire.
Donc j'y tenais. La question de l'autonomie est aussi intégrée donc dans ce programme. Et puis bien sûr, il y a tout le tronc commun sur la baisse du prix des billets d'avion, enfin, etc., qui concerne l'ensemble des territoires d'outre-mer. Ce que je veux dire, vraiment solennellement, ce second tour sera un second tour extrêmement important dans l'histoire du pays. Si chacune et chacun des 13 000 électeurs qui ont participé au premier tour s'attelle à parler autour voilà, dans son voisinage, dans sa famille, dans son travail, et qu'on ramène du monde, 13 000 personnes. Et c'est pour ça que je dis que j'appelle les personnes qui attaquent, en fait. C'est pas Jean-Victor Castor que vous attaquez. Ouais. Ce n'est pas Madame Hélène Grand-Émile que vous attaquez. Réfléchissez, regardez bien ce qui s'est passé au premier tour. J'appelle au respect des électeurs. Oui, mais l'abstention, vous l'expliquez comment? Vous avez une analyse, vous avez un regard pour cela. Mais l'abstention, elle est liée au fait que beaucoup de personnes ne croyaient plus à la politique. Vous avez donné les chiffres en 2022, en 2024, il y a eu une poussée dès le premier tour. Mais ça ne suffit pas. Et même si j'avais été élu, moi je vous dis ça très honnêtement, même si j'avais été élu dès le premier tour, avec une participation à 35%, c'est pas suffisant. Mais est-ce que la situation dans l'Hexagone et les messages qui sont véhiculés pour aller voter aussi ont permis cette hausse? Non, moi je pense que très clairement, en Guyane, les gens ont simplement validé un travail qui a été fait. Ouais. Voilà. Il n'y a pas une lecture nationale de ce... Non, je ne pense pas. Vous avez bien entendu, les gens, avant même que nous ayons lancé la campagne, regardez, laissez-nous députés là. On veut les garder. En fait, c'est ça. C'est pour ça que les écarts sont aussi importants. Voilà, vous regardez du côté de la deuxième circonscription, l'écart est phénoménal. Vous regardez, et pourtant, Eddie-Viriman, il avait quand même Madame Sophie Charles en face. Beaucoup prédisaient qu'il allait perdre, en fait. Il gagne, y compris à Saint-Laurent. Donc, vous savez, la population, je le redis, elle est intelligente, elle a du bon sens. Elle sait valider le travail quand il est fait en toute honnêteté, en toute intégrité. C'est ce qui s'est passé. Jean-Victor Castor, il nous reste encore quelques minutes. Cette élection conserve malgré tout des enjeux nationaux. D'abord, on a observé dimanche une montée vertigineuse du Rassemblement national. Une augmentation certes moins importante aussi en Guyane avec le candidat RNLR Olivier Taoumi. Quel regard vous avez de ce scrutin, de cette montée de l'extrême droite? C'est grave. C'est grave. Mais M. Macron, c'est un pompier pyromane. Vous lui en voulez? Je pense que le peuple français lui en veut. Il a mis une pagaille pas possible. Mais ça date pas d'aujourd'hui. Il s'était présenté comme étant le rempart face au RN. Et au final, c'est la courte échelle, en fait. Bon. Donc, au-delà de ça, c'est une situation qui va être très compliquée, pour tous les territoires dits d'outre-mer. Vous avez vu, nous sommes issus d'un mélange incroyable. Et c'est la raison pour laquelle on doit être plus fort. C'est la raison pour laquelle on doit avoir des parlementaires qui sont des personnes déterminées. Cependant, aux Antilles, le RN fait de bons scores. Et il y en a même des, candidats au second tour. Aux Antilles, à La Réunion aussi, etc. Ouais. Et bien sûr que ça inquiète. En Guyane, nous avons créé une forme de digue. Justement, je pense que les deux parlementaires ont créé une forme de digue. Et c'est très bien. Mais nous sommes inquiets. Maintenant, on va voir. Tout le monde travaille, y compris donc vous avez vu que même ceux qui ont fait la courte échelle au RN en France, aujourd'hui, se désistent. Parce que la peur, elle est grande, en fait. Bon. Mais en ce qui nous concerne, Eddie-Viriman et moi-même, nous avons déjà commencé à discuter sur la façon dont on va travailler ensemble. Et vraiment, moi, j'invite les gens à ne pas baisser les bras. On a la situation complexe qui se dessine, nécessite encore plus qu'il y ait un binôme uni, fort, déterminé et en lien avec la population. En fait, il faut que ce soit un vote protecteur du pays, Guyane. Et ce vote protecteur, je pense que, sans vantardisme, je pense qu'on l'incarne. Mais parce que les gens ont vu ce qu'on a fait, les gens ont vu comment nous avons travaillé.
Les gens sont restés en lien permanent avec nous, je le répète. Oui. Jean-Victor Castor, dernière question. La pagaille que vous décrivez, elle existe également dans votre camp, hein. En tout cas, le nouveau Front Populaire, hein, l'alliance des gauches dans laquelle vous allez siéger, si vous êtes élu, n'est pas très stable, il faut l'admettre. On peut le dire, hein, à plus de 8000 km, vous êtes en dehors de la mêlée, mais néanmoins, il va falloir aller, y aller, hein, si vous êtes élu. Alors, comment vous allez vous positionner dans cette gouvernance? Alors moi instable. On est dans une des plus grandes crises que connaît la Ve République. Hein. C'est vrai que c'est l'une des plus grandes crises. Mais nous étions déjà dans une situation assez inédite. Je rappelle que c'est la première fois sur les 2 ans, nous étions sur une mandature où il n'y avait pas de majorité absolue. Hein. Oui. Bon, d'accord. Donc c'était déjà une situation très critique. Est-ce que nous avons réussi, David Riemann et moi-même, à avoir des votes sur des propositions que nous avons faites avec des votes majoritaires? Oui. Vous vous rendez compte? Des députés en l'espace de 6 mois. En l'espace de 6 mois, c'est-à-dire par un travail acharné, on a réussi à rallier un vote majoritaire dans une assemblée bordélique. Ce qui montre que ce n'est pas impossible d'avoir une action parlementaire. Ça, c'est une première chose. Ensuite, sur le nouveau Front Populaire, il y avait la NUPES. C'est vrai qu'en dehors de la NUPES... Qui a éclaté. Non, mais c'est vrai qu'en dehors de la NUPES, en dehors de l'Assemblée nationale, il y a une bagarre pour les présidentielles au sein même de la gauche. Ça, c'est une réalité. Parce que c'est ça, en fait, le vrai problème. Bon, pour le poste de Premier ministre, notamment. Non, pour les présidentielles. Ce qui crée la pagaille au sein de la gauche, ce sont les bagarres pour les présidentielles. Mais au sein de l'Assemblée nationale, on a eu régulièrement, alors qu'il y avait la pagaille à l'extérieur, régulièrement donc des fronts communs au sein de la NUPES. C'est-à-dire que la NUPES, en tant que telle, elle a continué à fonctionner à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Il y a tout de même des visions différentes au sein de ce nouveau Front Populaire. Non, mais ce qu'il faut regarder, ce sont les votes. Quand vous regardez que sur plusieurs sujets, on a pu avoir des votes en commun, c'est ça qui pèse. Deuxièmement, le nouveau Front Populaire, qu'il se soit érigé en rempart à l'arrivée du RN au pouvoir à l'Assemblée nationale française, très clairement, c'est bien ou pas? Même si on a des doutes, même si on se dit est-ce que ça va tenir, etc. Mais bien sûr que c'est bien. Le plus grave aurait été que ces gens-là ne puissent pas se mettre ensemble en très peu de temps, établir un programme, etc. Et j'en profite pour le dire. Moi, je suis pas totalement en accord avec le programme. Comme chacune des parties à l'intérieur même du nouveau Front Populaire, nous ne sommes pas tous d'accord. Le plus souvent, c'est LFI qui est pointé du doigt. Non, mais nous ne sommes pas tous d'accord sur tout. Mais ça, c'est la vie politique. On n'est jamais... Regardez dans notre vie locale en Guyane, nous ne sommes pas tous d'accord sur tout. Évidemment. Bon, mais par contre, l'idée, chemin faisant, c'est de construire sur la base de là où nous sommes d'accord, eh bien, des plateformes communes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on le fasse en local. Et c'est ce qu'on a déjà commencé. Vous avez vu qu'on a travaillé sur l'évolution statutaire pleinement des Riemann et moi-même. Et nous allons continuer à le faire en tirant vers le haut, bien sûr, donc l'ambition pour le pays. Mais c'est le cas aussi pour tous les sujets à l'échelle de l'Assemblée nationale. Merci Jean-Victor Castor. Voilà, donc je rappelle le rendez-vous de ce soir. En tout cas, pas de crainte pour vous, Paulina, en tout cas, mardi dans votre action parlementaire. À 19h, venez nombreux. David Riemann et moi-même, nous serons présents. Nous allons encore vous dire 2 ou 3 mots pour vous expliquer les raisons pour lesquelles il faut qu'on sorte de chez soi, qu'on se déplace en famille à nouveau, mais plus nombreux. Donc vous êtes 13 000 à avoir voté pour Hélène Gros-Émile et Jean-Victor Castor. Ben vous êtes 13 000 acteurs en fait de l'avenir du pays. Donc très bien. Allez à la quête d'autres voix de ceux qui sont restés à la maison. Merci Jean-Victor Castor d'avoir répondu à notre invitation. Très belle journée. Merci.